Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Il y a un projet qui me hype depuis longtemps et donc je vous l'annonce officiellement aujourd'hui. Je vais faire un truc un peu en parallèle de mes vidéos, mais j'ai envie de faire des intros de vidéos comme ça où on fait d'autres petits sujets qui seront pas forcément le contenu d'une vidéo en entière, mais c'est une sorte d'annonce, de vous tenir au courant de certains projets que j'ai envie de faire. Ça fait longtemps que j'ai envie de mettre un petit peu le savoir-faire des gens qui sont un petit peu à l'ombre de certains projets. Par exemple, je pense aux monteurs vidéo, je pense aux cadreurs, mais je pense aussi à des gens qui sont dans des boîtes de prod, je pense à des gens qui ont simplement des compétences, et je pense à des amateurs, des professionnels, etc. J'ai envie de vous mettre au défi, vous, vidéastes, vous, cadreurs, vous, monteurs, vous mettre au défi de faire une vidéo la mieux faite, la plus finie, la plus spectaculaire. Moi qui suis un aficionados des motos et des voitures, le délire, c'est de commencer avec 3 étapes. La première étape, je vous mets un lien dans la description où vous allez pouvoir télécharger des plans de coupe qu'on a fait. Le sujet, ça va être la 335i Rocket Bunny. Donc on a fait des plans de coupe, il y a zéro montage, hein. C'est vraiment des rushs où on a filmé la voiture, des plans de coupe, elle est posée à plat. Il y a des plans drone, il y a des plans en caméra car, mais tout ça c'est fait avec notre caméra qui est le Sony A7S III. Et l'idée c'est qu'au départ on fournisse donc le contenu, vous vous occupez de faire un montage ultra dynamique avec plusieurs contraintes. Donc déjà vous utilisez uniquement les rushs qu'on vous a fournis, vous avez évidemment le droit de faire des effets. Là, le but ça va être d'élire celui qui aura fait la vidéo la plus spectaculaire. Deuxième chose très importante, il faut que le format dure 1 minute 30. Et troisième chose, on a fait travailler des créateurs dans le son. Donc on a payé, moi je le fais régulièrement pour mes vidéos, on paye quelqu'un qui fait de la musique sur mesure pour mes vidéos. C'est pour ça des fois je vois passer des commentaires, gens qui disent mais où est-ce qu'on peut l'avoir la musique, etc. C'est une musique qu'on a fait fabriquer pour ma chaîne YouTube. Donc on prend un créateur et on lui achète une musique qui nous fait sur mesure pour que évidemment ce soit quelque chose qui soit non copyright et qu'on puisse en parler sur YouTube sans se faire striker, etc. Ensuite on va élire qui a fait le meilleur montage, on va faire une présélection et après on va vraiment élire le meilleur truc d'1 minute. Une fois cette étape passée, on va élire la personne ou les personnes qui ont fait les meilleurs trucs. Et ben on va refaire une deuxième étape où là ces personnes vont pouvoir tourner la vidéo, ça sera avec une voiture différente à chaque fois, donc mettre aussi le côté cadrage, leur expérience de cadrage à l'effet, et de s'occuper également du montage, toujours en concurrence avec ceux qui auront fait les meilleures vidéos du départ. Et puis la troisième étape, c'est de mettre un budget prod pour faire vraiment une vidéo comme on a l'habitude de voir sur internet, celles qui font des millions et des millions de vues, c'est de faire une vidéo de malade. Et là on mettra de la prod, on pourra filmer avec du ralenti, des caméras RED, des grosses caméras car, mais vraiment le gros caméra car de la mort, c'est-à-dire louer du matériel de production de film. Et là on sortira de vraies voitures où on pourra faire des prises de vue, on pourra peut-être louer un endroit pour faire un peu de gymkhana avec des gros ralentis, des effets spéciaux, etc. ou digne des scènes de Mission Impossible quand ils font des trucs de fou en voiture. Voilà, façon de parler. Le lien il est dans la description. À vous, acteurs et artistes de l'ombre, j'ai envie de dire, et même pas forcément de l'ombre, hein. Je sais qu'il y a des monteurs, il y a des gens qui sont dans la vidéo, dans la production de vidéo, qui ont du contenu à internet, qui font des vidéos. Il y a également le mail où vous pouvez nous envoyer la production. Je vous laisse nous envoyer vos pépites. Ceux qui sont là pour faire un truc vite fait, etc., vous embêtez pas. Je cherche que des gens qui sont prêts à faire des vrais défis, des gens qui sont prêts à le relever, à faire du super taf. J'attends vos retours, j'attends vos vidéos. Et vous n'êtes pas prêts pour la suite parce qu'on va vraiment faire un super truc pour qu'à la fin, on fasse une vidéo de malade mental en collaboration peut-être avec les plus forts. Il y aura évidemment des récompenses à la fin, mais ça, on garde évidemment la surprise. Bonjour les amis, nouvelle petite vidéo sur cette chaîne secondaire, investissement, plaisir, découverte, entrepreneur, enfin en tout cas réservé aux gens qui se lèvent le matin. Rémi, bonjour. Salut. Salut lui, ça va? Tranquille? Ouais. Merci de nous recevoir. Avec plaisir. Franchement, je suis trop content de faire cette vidéo parce qu'on a abordé des sujets autour de l'entrepreneuriat, du développement de plein de choses, de plein de sujets différents. Des vidéos où je suis tout seul, des vidéos où je suis accompagné. Et là, j'avais envie de faire cette vidéo ici forcément parce que tu m'as appris beaucoup de choses au sujet des montres. Tu m'as vendu des montres. Effectivement. On a fait gagner une montre. Ensemble, tout à fait. Ensemble. Et c'est une passion qui est venue en même temps que j'ai commencé à bien gagner ma vie. C'est clair et net. Hein. Moi, j'aurais pas pu me payer des belles montres avant. Et du coup, ça c'est venu un peu avec ça. Mais il y a des gens pour qui ça vient avant, qui sont très intéressés, il y a même des gens qui sont passionnés, c'est tellement leur truc qu'ils vont même faire un crédit. Il y en a beaucoup, bien sûr. Financer une montre parce que c'est vraiment leur plaisir. Et puis après, il y a des gens qui le voient un peu comme un investissement. L'idée de cette vidéo, c'est que vu qu'on entend tout et n'importe quoi, moi qui suis amateur… On va clarifier les choses. Voilà, moi qui suis amateur, toi t'es pro.
Toi, tu connais vraiment l'envers du décor. Moi, je tâtonne un peu, j'entends parler, je vois un peu ce qui se fait, etc. J'ai mes propres petites expériences. On entend des gens qui nous parlent d'investissement, que c'est comme de l'or, que c'est mieux que la bourse, que en 10 ans, n'importe quel Rolex, sa valeur double. Il y a beaucoup de choses qui sont dites. Avant qu'on débatte et qu'on aille plus loin, vraiment plus loin dans le sujet, est-ce que tu peux nous répondre à une question principale? Est-ce que c'est considéré comme un investissement? Alors, il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui le considèrent comme un investissement, l'achat horloger, mais moi, en tant que passionné, parce qu'avant d'être marchand, je suis passionné, je suis venu à faire ce métier parce que j'étais passionné, il faut savoir qu'effectivement, sur certains modèles, il y a eu de la prise de cote. À partir du moment où il y a une cote, une prise de cote et… Ça, c'est pas un mythe. C'est pas un mythe. Il y a des gens qui tradent de la montre. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont acheter pour revendre. Il y a des gens qui vont gagner leur vie en vendant des montres. Donc ça existe. Il y a des gens, son taf, c'est d'acheter et de revendre. Tout à fait. Tout à fait. Sans parler du professionnel comme toi, mais je veux dire, non, mais même amateur comme moi, il y a des gens qui ont, enfin ça existe, c'est vrai, c'est normal. Enfin c'est normal, c'est reconnu plutôt. L'histoire de mettre des montres dans des coffres et que dans 10 ans on la ressort et elle a doublé. Tout à fait. Non mais ça c'est véridique. Donc le détail, c'est sûrement de dire que c'est très spécifique en fonction de tel modèle. Exactement. Toutes les montres. Il y a énormément de paramètres. La marque, le modèle, la condition, il y a plein de paramètres qui jouent en compte. Je pense que c'est comme, je ne suis pas spécialisé dans l'automobile, mais je pense que comme l'automobile, il y a certaines marques, certains modèles dans l'automobile, quand ils ont un pédigré absolument parfait, des conditions parfaites, un kilométrage ridicule, etc. Mais dans le temps, on voit qu'il y a certains modèles qui prennent. Dans la montre, c'est un petit peu plus simple par rapport à l'automobile parce qu'au niveau du stockage, on s'en doute, c'est beaucoup plus petit. Voilà. Ça se met au coffre, on peut en mettre vraiment beaucoup. Ça peut être des valeurs très importantes et on le verra après. J'ai sorti une montre un petit peu d'entrée de gamme sur ce que je fais moi sur mon créneau. Un classique, ce qui se vend beaucoup. Exactement, une pièce qu'on me demande, que je vends presque de façon journalière et une pièce absolument extraordinaire qui vaut un certain prix, on en parlera après. J'espère que vous êtes prêts. Non mais… Pour revenir à la chose, à la différence de l'automobile, l'horlogerie est effectivement, même si j'aime pas trop en parler, moi je parle de passion plus que d'investissement et comme ça, il n'y a pas de malentendu. C'est-à-dire que ça fait que prendre depuis des années, ça a énormément pris les 2 dernières années, là c'est redescendu un petit peu, donc il y a une fluctuation. S'il y a une fluctuation, c'est qu'il y a quand même… C'est presque un cours de bourse quoi. Presque, pour faire simple, la bourse monte et descend. Là, la montre a monté pendant les 10 dernières années, il y a eu quelques petites… dans l'absolu, c'est monté. C'était énormément monté sur les 2 dernières années et là, c'est un petit peu redescendu. Ce qui est très sain pour le marché parce que pour beaucoup de passionnés aujourd'hui, ils ne pouvaient plus accéder aux montres. Moi, j'avais halluciné. J'étais venu une des premières fois, on s'était rencontrés il y a 2 ans. J'étais revenu 1 an après, il y avait une super Rolex. Elle s'appelle la Kermit. La Kermit, oui. Vous parlez de chiffres, tu la vendais 49 000 € de mémoire. Une Kermit à 49 000 €? Non, ça devait être autre chose. Non, c'est une roue de bière. Ah, donc d'accord. Une roue de bière, pardon. C'était la GMT Master 2 tout en rose, parce que la roue de bière existe en or acier ou tout en rose. Et effectivement, c'est une montre aujourd'hui qui cote aux alentours des 50 000 €. Voilà, c'est ça. Et donc, quand on avait vu ce prix-là, mais quand on était venu la première fois, c'était pas du tout ce prix-là. Donc en 2 ans, elles avaient grave Effectivement, les premières fois où tu es venu, elles devaient coûter aux alentours de, je dirais, autour de 35 000 €. Non, et en 2 ans, il y a eu une augmentation de 15 000 €. Voilà, c'était à peu près 15 000 €. Et genre moi, je me dis, mais attends, il y a un problème et tout. Et non, en 2 ans, alors que j'ai trouvé ça super rapide. Alors il y a différents facteurs. Bien sûr, il y a les matières premières qui vont prendre, la montre est tout en or et tout fait qu'augmenter, c'est une chose. Mais déjà, Rolex, la manufacture en elle-même, les prix boutiques augmentent de 5 à 10% de façon quasi annuelle. C'est-à-dire qu'en 2 ans, donc la montre a augmenté 2 fois de 5, 8, 10%. Donc déjà, le prix boutique a augmenté. Donc tout le marché s'est décalé. Et après, il y a une question vraiment d'offre et de demande, c'est-à-dire que la problématique dans la montre, c'est que c'est compliqué à avoir. La production peut paraître énorme parce qu'aujourd'hui, Rolex produit plus d'1 million de montres à l'année. Par rapport à un Audemars Piguet qui est plus dans les 50 000 montres. C'est énorme, mais tu peux pas acheter une Submariner. Mais ça paraît énorme, mais on est combien de milliards sur la planète? Ouais, c'est clair, bah oui, c'est clair. On est plusieurs centaines de millions sur la planète à vouloir acheter de la montre aujourd'hui. Et donc, il y a une vraie problématique d'offre et de demande. Qu'est-ce que c'est l'investissement au final? C'est une question simplement d'offre et de demande. Oui, bien sûr, non, mais c'est clair. Bah, déjà, tu as répondu à pas mal de questions. Donc, le principe, c'est de voir plutôt la chose quand j'imagine, surtout par rapport au public, c'est à titre d'amateur. On reste des amateurs, il y a des gens qui vont en faire leur travail, c'est autre chose, hein, c'est une autre configuration comme toi. C'est plus la même chose parce que toi tu achètes, tu revends, tu travailles avec des marchands,
tu travailles avec des gros clients, etc. Mais je le fais par passion, je le fais pas Voilà. pour de l'investissement. Bien sûr, il faut que j'en vive, c'est comme toi. Bien Ton métier, sûr. tu le fais avec plaisir. C'est ton métier, donc il faut en vivre et on essaye d'en vivre le mieux Bien sûr. possible. Moi, j'y suis venu il y a une quinzaine d'années et j'y suis venu par passion, pas en me disant tiens, je vais ouvrir ma boutique et donc je vais gagner ma vie, etc. Bien sûr, le but quand on travaille, c'est de gagner de Bien l'argent. sûr. Mais il faut le faire avec passion et aujourd'hui, je pense que la montre, avant de parler d'investissement, il faut parler de plaisir. T'es pas d'accord avec le gars qui va acheter une montre qu'il trouve moche et la mettre dans son coffre en se disant bah, elle est mieux là qu'ailleurs. C'est pas que je suis pas d'accord, chacun. C'est pas dans ton. C'est pas mon état d'esprit à moi. Maintenant, je vais pas cracher dessus parce que ce type de client, au moment où il revend sa montre, s'il me la revend à moi, je vais pouvoir gagner ma vie. Donc, faut pas cracher dans la Et soupe. il y a des clients qui ont fait ça, qui vont pouvoir te la revendre à toi et eux-mêmes quand même faire une plus-value. Bien sûr, mais ça arrive tous les jours. C'est vrai Tous les jours, il y a des montres. Je rachète des montres à des clients. Eux l'ont acheté en boutique, ils ont fait leur plus-value. Moi, je leur rachète. Je me laisse une marge, bien sûr, pour moi aussi pouvoir faire une plus-value. Bien sûr. Mais c'est le concept du commerce. C'est-à-dire en que fait, le hein. mec qui va s'acheter une montre, par exemple, j'en sais rien, chez Rolex ou chez toi, il peut espérer, est-ce qu'il y a des stats, est-ce qu'il y a quelque chose, est-ce qu'il peut espérer en achetant une montre neuve faire une plus-value ou ça dépend vraiment de détails et de modèles. Je ne peux pas te donner de chiffres parce que c'est très large, mais sache que j'ai fait gagner beaucoup d'argent à beaucoup de clients. Sur les 10 dernières années, la montre a explosé. Il se trouve qu'il ne fallait pas acheter il y a 5-6 mois où le marché était en haut, là il est un petit peu redescendu. C'est comme en bourse en fait, hein, il y a un cours. Si on achète très haut, il ne faut pas revendre quand ça redescend, il faut attendre que ça remonte. Mais dans l'absolu, sur les 10 dernières années, la montre a explosé. Ouais. Les montres ont fait x2, x3, x4. Mais d'ailleurs, on va en parler de ta montre. Que quand tu l'as achetée, je t'ai dit que c'était pas un investissement du tout, que tu m'as dit je m'en fous, moi c'est pour le plaisir. Ouais, voilà. Les gens, Ça va ils bien se avec le disent, personnage. c'est ça. Qu'emmerde un peu tout le monde. C'est exactement qui ça. kiffe, C'est les gars, lifestyle et tout. je viens de nulle part. Mon argent, je le gagne à la sueur de mon front. Ouais. Je me suis fait un kiff avec des belles voitures, un château, une montre, etc. Je vous emmerde, je l'ai volé à personne Ouais, c'est et ça. c'est pas du Et bling les gens, bling, c'est parce que je me fais suivent le kiffer. truc, hein, franchement. Ouais. Non, c'est bien. Je te dis, Non, t'as une très bonne image sur le truc. Ouais. C'est pour ça que aussi je fais une vidéo avec toi parce que ça colle au Bah truc oui. que je veux faire Ah, mais passer. là, sur la chaîne secondaire, mec, ça va être total kiff. Hein. Pour revenir sur ce qu'on disait, finalement, acheter une montre, faut au départ que ce soit un plaisir. Mais quelqu'un qui veut se mettre là-dedans, c'est du taf, quoi. À quel moment on gagne de l'argent sans travailler? Non, mais oui. Mais non, mais. À chaque fois, il me fait le coup. Mais non, mais Non, mais oui, c'est vrai, je suis complètement d'accord avec Et toi. encore, la montre, c'est une façon, bien sûr, il faut investir. Donc, qui dit investir, dit avoir en amont travaillé, créer de la valeur. Avec cette valeur, l'investir dans quelque chose avec lequel on peut se faire plaisir. Aujourd'hui, tu vas acheter des cryptos, tu vas acheter des actions en bourse, etc. Ou tu vas les mettre sur un compte d'épargne quelconque. Bah, c'est des chiffres, c'est du virtuel Ouais, c'est vrai, qui est c'est investi. vrai, c'est vrai, Là, tu as c'est vrai. quelque chose de concret au Ouais, poignet c'est clair. qui te procure, en tout cas, moi, ça me procure du Ah plaisir ouais, grave, quand grave. je la porte. Quand tu regardes ta montre tous les jours, quand tu m'as acheté cette montre, Ouais. je t'ai dit, attention Ulu, cette montre, tu es en train de te faire plaisir, mais niveau investissement, c'est pas ça. Et ben voilà, c'est sur ce sujet-là que je voulais en venir. Et c'est là que ça se rapproche vraiment avec l'automobile parce que moi j'aime bien les choses un peu atypiques et je voulais pas la Rolex classique. Mais moi, je voulais me faire plaisir. Je voulais marquer une époque de ma vie qui va peut-être pas durer. J'espère qu'elle va durer, hein, mais qui va marquer une époque On croise les doigts. qui marque en tout cas une époque de ma vie où en tout cas j'ai bien gagné ma vie. J'ai travaillé pour ça, mais c'est quand même une époque où j'ai vraiment bien gagné ma vie. Et je me dis, j'ai voulu marquer le coup avec ça. Et je me dis, même si demain je fais plus ce métier-là, même si demain je gagne moins ma vie, au moins j'aurai ce souvenir-là de cette époque folle. C'est pas le seul, j'espère. Hein, qui va Non, te rester. j'espère que c'est pas le seul, mais j'ai voulu marquer le coup. Et comme à ma grande habitude, tu vois, quand je me prépare une belle voiture, ben, j'aime bien lui mettre un kit large avec des jantes, un truc, un machin, où la voiture, les gens ils la voient, ils se disent, oh putain, la gueule qu'elle a, pourquoi elle est large comme ça, la BM On et a tout. fait une pièce sur mesure. Là, c'est la même chose. Ouais, Là, tu es parti donc d'une Datejust, tout à fait. une Rolex Datejust classique en acier, En acier avec le Et- bracelet jubilé. et ouais, t'es venu lui sertir des milliers de diamants. C'est ça, tu m'as dit je veux des diamants, je veux les chiffres romains, les chiffres arabes, pardon, En rouge. en rouge. Donc je t'ai mis les chiffres arabes en rouge avec les diamants, etc. Mais je t'ai bien prévenu que si un jour tu devais la revendre ou en matière d'investissement, et j'utilise bien des guillemets parce que c'est un terme, voilà, je vends du plaisir, je ne vends pas de l'investissement. Mais c'était le but de mon achat. Bien sûr. C'est pour ça que je t'ai dit non, là, cette montre-là, je veux me faire plaisir. C'est pas du tout dans un but de dire tiens, je place une somme d'argent ici. Mais ce qu'il faut dire quand même, c'est une montre qui va donc elle prendra pas d'argent, c'est pratiquement sûr ça. Mais c'est une montre qui va pas pour. Par contre, Tu vas pas en perdre. Elle va pas coûter 2 fois moins cher. Non, vraiment pas. Mais par contre, une montre plutôt classique comme celle-ci, si je répète un peu ce que tu m'as toujours dit, la basique, c'est-à-dire celle en acier, tu l'achètes, pendant une dizaine d'années, elle va combien Elle va prendre environ entre 5 et 10% par an, mais après,
Il y a des facteurs. Non, mais Il faut pas que tu la mettes et que tu l'éclates. faut pas la rayer, etc. Il faut savoir que j'ai eu très peur quand je lui ai vendu cette montre parce que une montre sertie de diamant, c'est quelque part un petit peu fragile. Quand je sais tout ce que tu fais avec ta montre, à chaque fois, voilà, je me dis, pourvu qu'ils ne reviennent pas me voir avec 4 diamants en moins. Des fois, je fais de la mécanique, je suis dans des moteurs. Mais oui, non, mais c'est ça. Les gens, ils mettent des commentaires, ils disent, c'est pas possible que ce soit une vraie. Je dis, le mec, il est en train de faire de la mécanique avec Dylan, il a du cambouis sur les mains, il a que sa montre en diamant. Et moi, des fois, je tape, bam, je fais, oh putain. Ouais, ça va, franchement, que tu n'en aies pas perdu un seul, etc. Rien du tout. Même moi, aujourd'hui, je te le dis, je suis choqué. Parce que qu'est-ce que c'est le sertissage? Tu as des griffes, tu viens me poser un diamant, tu refermes avec les petites griffes et voilà. C'est des mini-griffes qu'on voit pas le nez, exactement, quoi. ça prend un coup, il y a la griffe qui s'ouvre, il peut y avoir le diamant derrière qui s'en va. C'est pas grand chose, on en remet un, mais qu'il n'y en ait pas un seul qui soit parti. Ouais, c'est ouf, ouais. Non, franchement. C'est extraordinaire. C'est quand même, t'en prends soin quelque part. Non, j'en prends soin quand même, évidemment, mais je me prive pas. Ouais. Tu vois, je vais pas me dire, bah non, là, je fais ceci, du coup, j'enlève ma montre, du coup, je retourne là, je la mets là, je la passe. Je me frustre pas. Ouais, non, faut pas. Ça reste un plaisir. C'est un plaisir, c'est vraiment un plaisir. J'imagine qu'il y a des gens en regardant ces vidéos qui vont se dire, je comprends pas trop le principe, etc. Ce que je peux comprendre aussi, parce que moi, à une époque, tu m'aurais parlé de montres qui coûtaient de l'argent. Je me serais dit, mais quel est le but, à quoi ça sert? Et je sais qu'il y a des gens qui aujourd'hui se disent, mais quel est le but de foutre autant d'argent dans une montre? Alors, il y a le plaisir. Mais dans toutes les passions, tu vas trouver des gens qui seront passionnés et d'autres qui n'en auront absolument rien à secouer. Mais il y a quand même pour la plupart des gens quand même cette chose de se dire je mets de l'argent dans quelque chose. C'est pas une épargne, mais l'argent elle est là. Par exemple, le mec qui va s'acheter un t-shirt, je sais pas moi, Versace à 3 000 €, je critique pas du tout. Mais le t-shirt Versace à 3 000 €, il va pas coûter 6 000 dans 10 ans. Non, et puis il va peut-être rétrécir au lavage celui-là. Ouais. Alors que le boiserie, il bouge pas. Petit coup de pub. En sortant du magasin, il vaut beaucoup moins cher le t-shirt. Je comprends le mec qui est passionné de mode, qui veut les chaussures Louboutin, de la mort et tout, je peux comprendre. Et ce qu'il faut comprendre dans les montres, c'est que c'est pas du produit de consommation, c'est pas du vêtement non plus. C'est vraiment quelque chose où les gens se disent j'ai mon argent qui est dedans. Et il y a même, c'est là que j'ai appris qu'il y avait des assurances. Ça veut dire qu'il y a des gens qui assurent leur montre au cas où ils se la font voler, au cas où ils la cassent, au cas où ils la perdent. Mais c'est comme une voiture, c'est comme tous les biens qui ont un certain coût où il y a un risque à côté, qui est un risque de casse, de vol. Quand tu es hors du monde de ça. Et je ne vais pas faire un parallèle avec un t-shirt, mais avec des baskets. Il faut savoir que dans la basket aujourd'hui, il y a des baskets qui coûtent jusqu'à plusieurs dizaines de milliers d'euros. Ouais. Et qu'il doit y avoir probablement des assurances autour parce que c'est des choses qui ont une certaine valeur. Mais ce que je veux dire, c'est que pour le commun des mortels ou le plus grand amateur qui va regarder cette vidéo, assurer un t-shirt, ça paraît complètement impossible, et je pense que ça l'est, plutôt qu'une montre. Oui, c'est pas les mêmes prix. Une montre, il y a des gens qui vont penser à la même chose en disant, mais pour assurer une montre, parce que c'est vrai qu'il y a des gens qui ne se doutent pas du tout qu'il y a des montres qui peuvent coûter ce prix. Qui peuvent coûter. Donc une montre classique, on va en venir peut-être au sujet des deux montres qu'il y a ici. Une Rolex classique, déjà, est-ce que tu peux nous dire quel est le prix de la Rolex la moins chère? Chez Rolex ou sur le marché parallèle? Parce que c'est deux choses différentes. Il faut savoir qu'il y a les prix publics, catalogue Rolex, mais vous pouvez dans n'importe quelle boutique Rolex. Aujourd'hui, c'est quand même très complexe de les avoir. Il y a des listes d'attente. Il faut attendre quelques mois, quelques années pour les avoir. Il y a un prix indicatif. Le prix indicatif Rolex, le prix indicatif d'une entrée de gamme chez Rolex, on est dans les 5-6 000 €. D'accord, parce que ça c'est pareil, c'est une sorte de mythe pour les gens qui ne connaissent pas trop. Ouais. Moi je me disais combien ça coûte une Rolex quand j'étais petit, j'entendais ça, Quand tu étais petit, ça devait coûter 2-3 000 €. Ouais, c'est ça. Et tu vois, c'est là où on voit que même le prix de la Rolex la moins chère quand tu étais plus petit, c'était peut-être 2 000 €. Aujourd'hui, ça va être 5-6 000. Celui qui l'a acheté 2 000, aujourd'hui, elle vaut déjà minimum 5 000. Celui qui l'achetait 2-3 000 à l'époque, avec 2-3 000, il faisait beaucoup plus de choses qu'avec 2-3 000 d'aujourd'hui. Donc ça a peut-être suivi un peu l'inflation. La montre qui valait, moi je l'ai vu parce que quand j'étais petit, ma première montre à l'époque, je l'ai achetée, elle était en occasion 1 600 €. Quand je l'ai revendue, bon, ça fait quelques années, je l'ai revendue dans les 6 000 €. Et aujourd'hui, c'est une montre qui vaut 12 ou 13 000 €. Alors que je l'ai achetée 1 600 € il y a, c'est fou. Je sais pas, il y a 10-15 ans, quoi. Donc les montres classiques, donc il y a des modèles classiques. Donc là, les connaisseurs vont reconnaître. Je pense au Datejust, au Submariner. C'est ça, au GMT, au Daytona. Voilà, ça c'est vraiment les montres que tout le monde connaît, les grands noms quoi. Tout le monde ne connaît pas, tu t'y es intéressé un petit peu. Oui, moi je m'y connais, je parle vraiment des gens qui ont une petite affection quand même. Oui, tu vois, ils vont connaître la Submariner comme le mec va connaître la Lamborghini Aventador. Oui. Il y a beaucoup de gens qui vont connaître Lamborghini, comme les gens qui vont connaître Rolex. Mais le mec qui va connaître la GMT Master 2 ou la Yacht. Il faut déjà s'intéresser un petit peu à la montre. C'est ça. Qui n'a absolument aucun intérêt pour l'horlogerie en général. Ok, il connaît Rolex parce que Rolex, c'est juste avec Coca-Cola les marques les plus connues au monde.
Tu vas au fin fond de l'Amazonie, tu parles à un mec qui n'a même pas l'électricité ni quoi que ce soit, tu peux lui parler d'une Rolex, il saura ce que c'est. Tout le monde connaît Rolex, mais de là à savoir ce qu'est une Submariner, une Datejust, etc., il faut s'intéresser un petit peu à la chose. Et ces montres-là, donc celles qu'on a ici, par exemple, c'est un grand classique de chez Rolex. Tout à fait. Ça, c'est une montre qui coûte 15 000 euros. Alors, sur le marché secondaire, chez Rolex, aujourd'hui en boutique, on est sur une montre qui vaut aux alentours de 10 000 euros. Et sur le marché secondaire, c'est une montre qui vaut plutôt 15 000 euros. Au moment où on se parle. Parce que là, aujourd'hui, si tu vas chez Rolex, tu peux pas l'avoir. C'est impossible à avoir. Aujourd'hui, vous êtes dans n'importe quelle boutique Rolex, ils vont vous dire mettez-vous sur une liste, est-ce que vous êtes déjà client chez nous? Enfin, ils vont tourner autour du pot, il y a les listes qui sont… On retrouve un peu la technique marketing de certaines marques de voitures. Quand tu vas chez Ferrari, tu veux tel modèle, ils vont te dire il faut en avoir déjà une. C'est exactement déjà ça. Le client, etc. Mais tu veux que je te dise, c'est une technique qui était là à l'horlogerie et que les constructeurs automobiles, voilà. Typiquement, aujourd'hui, on est à Rolex. La Rolex, c'est la Porsche. Ouais, chez Porsche, quand tu achètes une belle Porsche, soit tu perds pas d'argent, soit tu en gagnes. Ouais, c'est ça. Ah oui, c'est clair. Ouais. Et bah écoute, chez Rolex, entre guillemets, ça fait, je sais pas, 10-15 ans qu'il y a certains modèles comme le Daytona en acier qui est compliqué à avoir, où il y a une surcote, où ils te disent, voilà, il faut attendre. Bah, ça fait pas aussi longtemps que chez Porsche, il faut se mettre sur des listes d'attente, etc. Ouais. Donc l'automobile, c'est un peu inspiré de l'horlogerie à ce niveau-là. Par exemple, ça peut être des entrées de gamme de certaines marques. Comme je disais, quasiment une Porsche Boxster qui pourrait être peut-être… C'est totalement ça. Des produits qui sont de bonne facture, qui sont bons, qui sont bien, qui plaisent à beaucoup de gens. Et puis après, tu as la Porsche… GT3 RS. Ouais, mais là, comparé à une montre comme ça, on est plus sur la 918 Spider à 1 million d'euros. Exactement. Là, on est sur une Patek Philippe. Exactement. On est sur une Nautilus, une série anniversaire qui est en or blanc, voilà, il y a un peu plus de 1000 pièces qui ont été produites. Avec les index diamants, voilà, baguette diamant. Elle est toute en or blanc, elle est sur une montre à plus de 500 000 euros. Ah ouais, incroyable quoi. Même moi qui est amateur, qui connaît un peu les montres, ça m'intéresse, je m'intéresse pas mal à ça, j'écoute les conseils, je les regarde, je les trouve jolis. 500 000 euros. Incroyable. On n'en vend pas tous les jours, on n'en a pas tous les jours dans les mains. Ça, c'est des choses que je vais vendre très régulièrement. Ça, c'est quelque chose qui s'adresse à une clientèle. C'est comme dans l'automobile. Aujourd'hui, des gens qui mettent 1 million d'euros dans une voiture ou même 500 000 euros, ça ne court pas les rues. Mais il faut tout pour faire un monde. Il y a des clients qui gagnent très très bien leur vie, qui ne veulent pas la même montre entre guillemets que Monsieur Tout le Monde et donc qui vont… Monsieur Tout le Monde qui a une Rolex au poignet quoi. Non, mais quand je dis Monsieur Tout le Monde… Ouais, j'ai compris. Je peux t'assurer d'une chose, toute personne qui est passionnée, que ce soit d'automobile ou d'horlogerie, peut mettre 10 000 euros sur la table. Les gens vont crier au scandale en disant mais attends, il y en a qui n'arrivent pas à manger, etc. Je peux t'assurer que pendant X années, tu mets 50 euros de côté. J'ai vu une vidéo d'un youtubeur qui fait des vidéos au sujet des montres et il y a un gars qui expliquait qu'il était passionné par sa montre, qui était heureux de fou d'avoir sa montre et le mec il disait que moi, je sais plus combien il gagnait, 1300 euros, un truc comme ça, et il disait moi c'était mon rêve absolu d'avoir tel modèle de Rolex et le gars il a fait un crédit pour se la payer, il a dit moi c'est ma passion comme un mec qui va faire un crédit pour s'acheter une bécane de cross ou une console de jeux vidéo. Alors on me demande toute la journée, est-ce que vous faites des montres en plusieurs fois sans frais? Est-ce que vous faites des financements? Ah oui, t'as des demandes quand même? Tous les jours. Mais moi je réponds non. Oui, je pourrais vendre beaucoup plus, je pourrais gagner beaucoup plus d'argent, mais je suis un petit peu, comment t'expliquer? Comme je te l'ai dit, je suis là par passion et moi, contribuer à alimenter cette bulle où les gens ils empruntent pour tout et n'importe quoi. Que tu empruntes pour te mettre un toit sur la tête, je suis OK. Que tu empruntes pour une voiture si tu dois aller travailler avec, je suis OK. Mais que tu empruntes pour aller t'acheter une bécane de cross, une télévision, limite la télévision en 4 fois sans frais ça passe quand t'as pas d'oseille. Ouais, mais enfin c'est pas vital. Ouais, tu vois, genre il y a un moment où mets-toi un toit sur la tête. Non, puis après je pense que moi j'ai un avis qui est peut-être un peu extérieur en étant au fin fond de ma campagne. C'est déjà très rare de voir des gens qui ont des Rolex. Et je pense qu'à Paris il y a quand même… Là, on est au cœur de Paris, on n'est pas très loin de l'Arc de Triomphe. C'est ça, on est sur les Champs-Élysées là. Je pense qu'il y a vraiment ici des mouvements et des gens qui ont besoin de cette reconnaissance en ayant une montre au poignet et qui ont un besoin de reconnaissance, quitte, comme tu dis, à faire un financement pour avoir une montre pour exister, quoi. C'est vraiment un objet qui est à la fois un plaisir pour soi, mais qui est aujourd'hui un signe extérieur de richesse ou de réussite. Tu t'es acheté cette montre pour te faire plaisir, mais elle t'a aussi permis de montrer aux gens, voilà, j'ai réussi, je me fais plaisir. Ouais. Mais il y a le j'ai réussi, j'ai une Rolex. Moi, ce que j'ai kiffé, c'était vraiment le côté bling bling. De mettre des diamants sur une Rolex et puis d'avoir une belle montre. Et puis c'est assumé. Complètement, c'est complètement assumé. Et puis c'était aussi de me dire, ça a marqué une époque. Moi je pense que, j'imagine qu'il y a beaucoup de gens comme ça aussi, où ils marquent une époque de leur vie. Mais le nombre de clients qui m'achètent des montres pour un mariage, une naissance, un gros contrat de signé, c'est effectivement la montre
Déjà, c'est un petit peu un des seuls bijoux de l'homme. Donc bien sûr, quand on est marié, on a une alliance. De temps en temps, on met un petit bracelet, un petit truc, mais ça tourne dans le temps. Ouais. La montre, moi, je sors pas de chez moi sans mettre une montre. Aujourd'hui, je mets des petites montres parce que voilà, pareil, je bricole un peu, Tu fais etc. plaisir, bien sûr. Je me fais plaisir. Aujourd'hui, il y a des gens qui m'achètent des montres vraiment pour une naissance. Genre, la montre correspond vraiment. Parfois, ils la font graver à la date de naissance de leur enfant, à un mariage, à un gros contrat. Moi, j'ai des gens, ils viennent offrir des montres. Voilà, ils ont signé un gros contrat. Lors de la signature du contrat, à l'époque, ils offraient par exemple un stylo ou une montre. Enfin, c'est des voilà, choses pour un gros contrat. Exactement. Ouais, d'accord. C'est des choses qui se font. J'avais vu des trucs un peu atypiques comme ça avec des collaborations, par exemple avec Pizza Tempo ou Pizza Hut, un truc comme ça, qui a fait une collaboration. Domino's Pizza. Domino's Pizza, ouais. Bien sûr, Domino's Pizza. En fait, il y a Coca-Cola, Domino's Pizza, historiquement, qui ont fait des montres avec Rolex. Donc sur le certificat, c'est Rolex qui vend à Coca. Et voilà, pour marquer la chose, c'est en général en départ de retraite ou quelqu'un qui est là depuis 10 ans, 20 ans, 30 ans dans la boîte, ils vont marquer le coup et offrir une montre. Donc à l'époque, par exemple chez Coca ou Domino's, la montre était en acier pour les 10 ans ou les 20 ans. Et quand il y avait un départ en retraite et que ça faisait genre 30 ans que la personne était là, ils offraient une day-date en or. 30 ans de bons et loyaux service ou 40 ans de bons et loyaux service. Le salarié part en retraite, la maison, Domino's Pizza ou Coca offre une pièce en or. Enfin, il y a plein de boîtes qui l'ont fait. Hein. Il y a énormément de boîtes. Ça, c'est vraiment cool. Il faudrait que je te montre la prochaine fois que je viens ma Breitling que mon pote m'a gravée. Ouais, je l'ai vu. Mais... Ah bah je te l'ai montré chez moi. Ouais. C'est sympa. Pour ton anniversaire, je l'ai vu et ouais, c'est rigolo. Ouais. T'as des demandes de personnalisation, t'as des gens qui te demandent des trucs comme moi, un peu atypiques, un peu farfelus, avec des diamants, avec des gravures. On a un ami en commun qui nous a demandé la même. Ah bah oui, c'est vrai, juste après. En vert. En vert, exactement. Je lui ai fait la même que toi, sauf que les index sont verts au lieu d'être rouges. Sinon, j'ai beaucoup de demandes de personnalisation. Les gens, justement, pour marquer les événements, vont graver sur le fond de boîte, sur leur Rolex. Finalement, tu as quand même ta clientèle aujourd'hui. Elle est beaucoup plus dans soit l'événement, soit dans le produit, plutôt que de se dire j'ai mis de l'argent là-dedans parce que… Les deux. À partir du moment où tu graves, à partir du moment où tu fais de la personnalisation, il n'y a plus de cote. Oui, mais alors il y a le client qui va porter sa montre et qui va en profiter, où il y aura certaines montres, ça va marquer un moment. Ta montre de mariage, tu la vends jamais. Bah oui. Sauf si il faut que tu manges et que tu as plus le il y choix. a un malheur, évidemment. Exactement. Mais à côté de ça, ce sont des gens donc, on leur montre à eux et qui, dans le temps, ont vu que leur montre prenait de la cote, qu'ils n'allaient pas les revendre et se sont dit tiens, je vais m'acheter quelques petites montres que je vais mettre au coffre ou que je vais moins porter et que je pourrais revendre. Parce qu'aujourd'hui, on peut gagner de l'argent même en portant ces montres. Bien sûr. Il ne faut pas les éclater, etc. Mais même s'il y a ce qu'on appelle de la patine, donc c'est pas de… L'usure classique. Oui, c'est une usure absolument classique. Ça permet quand même de s'y retrouver. Aujourd'hui, sur la Rolex, certains modèles bien spécifiques, Rolex, Audemars Piguet, le pire qui puisse t'arriver, c'est de ne pas perdre d'argent. Ouais, voilà, et c'est rare aujourd'hui de pouvoir se faire plaisir, de pouvoir profiter pendant X temps de quelque chose et derrière ne pas perdre d'argent. Ah, ça, c'est impressionnant, c'est vrai. Quel est le conseil que tu pourrais donner aujourd'hui? Parce que je sais qu'il y a plein de gens qui ont envie de se dire j'ai eu une grand-mère qui m'a donné un petit billet, j'ai un petit billet de côté, j'ai un petit peu de sous. J'ai envie de me faire plaisir, mais pas simplement de mettre de l'argent sur tel livret. Qu'est-ce que tu conseilles pour un premier achat, pour un débutant? Est-ce que c'est Rolex? Est-ce que c'est une autre marque? Il y a des montres avec des budgets beaucoup plus restreints. On ne va pas citer de marque parce qu'il y en a pléthore. La chose est suivante, c'est que toutes ces petites marques, ce sera plus un achat plaisir parce que derrière à la revente, en tout cas au moment où on se parle, peut-être dans 20 ans, ces petites marques, elles auront explosé, ça deviendra rare, etc. Peut-être, j'ai pas la visibilité, j'ai pas de boule de cristal. Si on pense un tout petit peu en matière d'investissement, en tout cas de plaisir et ne pas perdre d'argent, je pense qu'effectivement, quand on rentre sur le marché, on va rentrer plutôt sur du Rolex. Aujourd'hui, c'est simple, il y a vraiment principalement 3 à 5 maisons où quand on achète, on ne perd pas d'argent, voire on en gagne. D'accord. Ah oui, donc c'est vraiment… L'entrée, c'est très restreint et c'est sur certains modèles, il faut connaître, il ne faut pas acheter n'importe quoi. Pas se dire, tiens, il y a une Rolex, ok, je l'achète, je ne perdrai jamais d'argent. C'est pas vrai. Ça dépend le modèle, ça dépend l'année, ça dépend les conditions. Il faut toujours acheter en boîte papier. Il n'y a pas 1 million de marques. C'est vraiment Audemars Piguet, il y a Rolex en entrée de gamme. Après, il va y avoir Audemars Piguet, Patek Philippe. Et après, on monte vraiment élitiste. On peut ajouter dans cette liste un peu Richard Mille, mais qui est vraiment très spécifique, etc. Richard Mille, ça représente une production qui a moins de 5000 montres à l'année. Jacob & Co, tout ça, c'est des trucs On extraordinaires. oublie Jacob & Co. Ouais, il faut l'attendre pendant 10 ans. Il y en a qui… C'est même pas que ça, c'est Richard Mille aussi. Mais sauf que Richard Mille, il y a un vrai marché autour et la pièce va se revendre. Il y a vraiment une clientèle qui est très intéressée. Il y a une vraie notion d'offre et de demande. Jacob & Co, non. Je suis abonné à la page officielle Jacob & Co. Les astronomies, elles sont incroyables.
C'est magnifique, mais c'est même plus une montre, quoi. T'as un globe avec des choses qui tournent à l'intérieur. En fait, il y a un globe en verre, il y en a une qui était pas mal, certainement pour les gens qui sont issus du domaine du pétrole, avec une espèce de grosse pompe. Une plateforme pétrolière. Une grosse pompe qui tracte, ça remplit un baril, il y a des planètes qui tournent, il y a un mouvement. Il y a un mouvement qui lui-même est monté sur un truc qui tourne. Il y a une vraie animation. Avec des complications et tout. Donc il y a un taf qui est incroyable. Enfin, visuellement déjà, elles sont folles, quoi. Au niveau visuel, c'est incroyable. Maintenant, au niveau au porté, c'est pas facile parce qu'on est vraiment sur des trucs absolument énormes. Et au niveau investissement, je suis assez mitigé sur la question. C'est vrai qu'il y a des trucs qui sont extraordinaires. Quand on arrive à voir, par exemple, la réplique du moteur de la Bugatti Chiron, donc c'est une Jacob & Co aussi, je crois. Tout à fait. Avec un W16. Et il y a les petits pistons. Il y a les pistons dans les cylindres qui bougent. Je crois qu'elle coûte même plus cher que la voiture. Moi, on est à 2 ou 3 millions d'euros. Enfin, c'est énorme. Non, mais c'est quelque chose. C'est des pièces presque uniques. C'est des concepts. C'est comme dans l'automobile, quand ils sortent une concept, on est sur des prix. C'est des choses qui n'ont pas de prix, donc ils en donnent un. Mais la première fois que je me suis intéressé, etc., je me disais, mais comment faire? Il y a des sites internet. Aujourd'hui, il y a un énorme marché qui vend plus aujourd'hui de contrefaçon. Mais normal, il y a plus de gens qui ont pas les moyens et qui sont plus tournés vers les contrefaçons. Il y a gens qui se font arnaquer. Il faut acheter vers des sources sûres. Le conseil, je dis pas venez chez moi parce que je suis pas là pour faire un gros coup de pub, etc. Bien sûr, mais allez acheter des montres chez des professionnels qui ont pignon sur rue. C'est pareil, quand vous allez acheter une voiture, bon, il y a beaucoup de transactions qui se font entre particuliers, mais c'est toujours plus safe d'aller, quand tu vas acheter tes grosses voitures, tu vas des potes qui ont des concessions professionnelles où il y a des garanties derrière, des assurances, etc. Et ben dans les montres, c'est pareil. Combien de conseils que tu donnerais d'aller voir un professionnel Tout à fait. Comme ce que tu fais toi, qui vend de la neuve et de l'occasion? Mais tu sais, moi j'ai beaucoup de clients qui passent à la boutique et qui m'apportent des montres pour que je les fasse authentifier, que je les authentifie. D'accord. Je fais une expertise, j'expertise énormément de montres. J'ai beaucoup de clients, même 2 amis ou 2 personnes qui se rencontrent. Avant de faire la transaction, ils préfèrent la faire chez moi où j'expertise une montre. Bien sûr. Pour attester que c'est bien une vraie Rolex. Mais au même titre que, parce que ça n'existe pas dans la montre, avant d'acheter une voiture, tu vas faire un contrôle technique. Bien sûr. Et tu vas vérifier que la voiture, il n'y a pas de problème, etc. Mais moi, je suis en quelque sorte plus sur l'authenticité parce qu'il y a un moment où la voiture, si c'est une BM, c'est une BM, si c'est une Lamborghini, c'est une Lamborghini. Le problème, c'est que les Rolex, il y a des vraies et des fausses. Et il y a des vraies avec des fausses pièces, et il y a des fausses avec des vraies pièces. Donc il faut s'y retrouver. C'est un vrai métier, c'est une vraie expertise. J'avais une question justement par rapport à ça qui est un peu hors contexte, mais qu'est-ce que tu penses de l'avenir de l'authentification des montres avec les NFT sur la blockchain? J'ai vu qu'il y avait des marques de montres qui le faisaient déjà, qui vont venir pour que tout le monde comprenne. C'est mettre un NFT, donc un jeton, entre guillemets, qui va être attribué à la montre. Donc ça va être sur la blockchain, là où il y a les échanges de crypto-monnaies. C'est le système qui fait que les crypto-monnaies puissent s'échanger et faire fonctionner tout ce monde. C'est d'attribuer un NFT à un produit à vie et unique qui va venir certifier, parce que si tu achètes la montre, toi, le vendeur, sera obligé de fournir ce token, le NFT, qui va venir attester l'authenticité de cette montre. Sans ça, la personne dira, écoute, par exemple, Rolex demain fait comme ça. Si le gars qui achète une Rolex, tout le monde va savoir qu'il faut le NFT qui va avec la Rolex. Le gars va dire, moi, si j'ai pas le NFT, il n'y a rien qui m'atteste. Par contre, à le moment où il a le NFT, ça va venir authentifier la montre. Qu'est-ce que tu en penses? Je pense que ça a ses limites. Dans les grandes lignes, ça a l'air extraordinaire. Tout ce qui est autour de la blockchain, quelque part, c'est infalsifiable. Ça, c'est très bien. Le vrai problème dans tout ça, c'est que derrière la montre en elle-même, qu'est-ce que tu en sais qu'elle n'a pas été modifiée? C'est la question que j'allais te poser. Tu as ton token qui dit voilà, la montre elle est vraie, etc. Sauf qu'entre-temps, la montre elle est passée de main en main. Ça se trouve, il y a un mec, il a changé le cadran, il a changé les aiguilles, il a changé le mouvement, il a changé des choses dessus. C'est ce que j'allais dire. Donc tu as quelque chose qui est infalsifiable dans la blockchain, mais le produit en lui-même physique. Ouais, il peut être modifié. Mais bien sûr. C'est ça, c'est ce que j'allais dire. C'est le NFT, lui, peut être vrai, mais pour le coup, plus la montre. Mais exactement. Donc moi, je vais te vendre une montre au prix de la vraie avec un NFT qui correspond, mais moi, en fait, la vraie montre, je l'aurais gardée. Et je t'ai vendu une contrefaçon qui va avec. Ouais, et puis rien n'atteste parce que toute la valeur. Aujourd'hui, la valeur d'une montre, elle est aussi, j'avais entendu parler de la fameuse histoire des triple X, quand tu la mettais chez Rolex, ils gravaient des X dedans, je sais pas quoi. En gros, la boîte, le mouvement, le bracelet, c'est comme une Ferrari un peu à l'ancienne. Faut que ce soit, comme on dit, matching number. Exactement. Si ton numéro de boîte et ton numéro de mouvement ne correspondent pas, déjà, c'est pas bon. Ça perd réellement la cote de la montre. À aucun moment, à part si le mouvement a vraiment été explosé et qu'il y a eu un changement de mouvement, tu as un document attestant que la manufacture a changé le mouvement et donc ton numéro de série a changé. Une Rolex véritable qui a une lunette qui a été changée ou un fond de boîte qui a été changé,
elle n'a pas la même cote qu'une qui est complètement Mais non. d'origine. C'est comme Mais une c'est voiture. réel, ça. C'est une voiture. Tu as une voiture où il n'y a pas la boîte d'origine, le moteur ou la peinture d'origine. Bah, elle n'aura pas la même valeur. Je parle dans les voitures de collection. Bien sûr, une 308, tout le monde s'en fiche. Mais Exactement. Dans une belle voiture de collection, elle n'a pas le moteur d'origine, elle n'a pas les numéros de châssis qui correspondent au numéro de moteur ou la peinture d'origine. Et bah, écoute, tu n'as pas le carnet d'entretien complet. Moi, quand j'ai vendu tamponné. ma Testarossa, Oui, c'était une mono rétro. c'était une mono rétro. Il y a un mec qui est venu exprès et qui a tout regardé, même les étriers et tout, et il a dit c'est bien toutes les pièces d'origine, le moteur et la boîte et le châssis qui est sorti comme ça de chez Ferrari à l'époque. Et il m'a dit que ça changeait tout. La question c'était vraiment savoir si c'était réel qu'une montre qui a eu une modification, une pièce de changer, parce que je sais pas moi, si demain je fais tomber, alors pas celle-ci parce que elle c'est différent, mais une montre classique, tu casses ton verre, si le verre est changé, ça change quelque chose. Non, ça change rien. C'est comme si je te disais, est-ce que si ton pare-brise il est changé sur ta voiture, elle perd de la valeur. Donc ça change. C'est vraiment plus les pièces. Bon, tu as des gens pointus qui vont te dire s'il y a une gravure d'époque, à l'époque on gravait les plaques, je sais pas si tu te souviens, sur les vieilles voitures ou des numéros de série, si on voit vraiment que il y a 5 vitres de marques différentes, etc. Ouais, ça fait une voiture qui a été remontée chelou. Ouais, où il y a eu les vitres cassées, il s'est passé des choses. Non, là c'est plutôt dans les grosses pièces comme le mouvement, le bracelet, des choses comme ça. Exactement. Il y a des numéros de série, que ce soit sur les bracelets, sur les mouvements, sur les boîtes, etc. Et c'est vrai qu'il faut que ce soit tout d'origine. Ok. C'est recommandé. D'accord. Bon, j'espère qu'on a un peu approfondi le sujet. En tout cas, au sujet des montres, c'est vrai que même moi, j'étais étonné de voir qu'il y avait des montres qui coûtaient aussi cher. Alors, j'ai vu qu'il y avait Richard Mille, c'était des montres très très chères. Tu as des montres à plusieurs millions d'euros. Ouais, ça c'est. Je n'en ai pas ici, j'en ai eu dans les mains. C'est comme tout. Tu as des maisons qui valent 30-40 000 euros. Tu as des châteaux qui valent plusieurs millions d'euros. Dans les montres, c'est pareil. Dans l'automobile, c'est pareil. Dans tout ce qui est aujourd'hui peut avoir de la valeur, il y a des amplitudes qui sont absolument énormes. Ouais, mais c'est impressionnant que dans les montres, moi à la base qui suis très amateur, il y a des montres à 500 000 euros. Ouais. Tu vois, c'est incroyable. Mais il faut remettre les choses dans leur contexte. Derrière, il y a une histoire de plusieurs centaines d'années. Il y a une technologie où demain, il n'y a plus d'électricité, il n'y a plus de carburant. Bah, toutes nos voitures, elles seront à l'arrêt. On ne va rien en faire. Parce que s'il n'y a plus d'électricité et plus de carburant, il y a un moment où ta voiture, je ne sais pas ce que tu vas en faire, mais voilà, là, cette montre, elle continuera à fonctionner. Parce que la seule chose dont elle a besoin, c'est soit d'un mouvement, soit d'un remontage. Il n'y a pas de pile dedans. On est sur des montres soit à remontage manuel, soit automatique, donc avec une masse oscillante qui vient tourner. Donc au pire, ce qu'elle peut avoir besoin, c'est au bout de plusieurs années d'une révision, c'est-à-dire nettoyer un peu le mouvement, remettre des huiles, etc. Voilà. Mais en soi, il y a une technologie et c'est ça qui est fascinant. Moi, ce qui m'a fasciné, j'adore l'automobile aussi, mais quand on aime les belles mécaniques, là, c'est de la micromécanique. En fait, il y a 3 systèmes de montres les plus connus. Donc la montre à quartz, donc celle qui fonctionne à pile. À pile, tout à fait. Voilà, qui est très précise. Plus précise qu'une montre. Il n'y a pas plus précis. Voilà. Un quartz, c'est une impulsion électrique qui passe et qui vient. Et donc c'est pas que des montres entre guillemets avec des prix assez bas. Il y a des montres très chères qui fonctionnent avec un système quartz. Il y a des montres à batterie donc qui sont basées sur le quartz. Par exemple, je pense à une Journe là tout de suite. C'est une montre qui en boutique vaut 15 000 euros et qui peut coter sur le marché secondaire jusqu'à 50 000 euros. C'est pas ça qui fait la valeur de la montre. Non. Et après donc il y a les montres mécaniques. Donc les Rolex notamment, beaucoup de Rolex, beaucoup de Philippe Patek, etc. Ouais. Où là c'est un système avec un ressort. Alors c'est un peu peut-être péjoratif de dire ça, mais le ressort, en gros, il ressemble beaucoup à celui du lanceur d'une tronçonneuse, parce que c'est une énorme lame qui est enroulée et qui fait un grand rond. Et sauf qu'au lieu de mettre un coup de lanceur pour la démarrer une fois, là c'est différent, c'est une masse oscillante. Si elle est automatique, oui. Sinon, voilà. Le ressort, c'est juste quand il se tend, il permet de contenir la puissance. Et c'est en s'ouvrant ce ressort que l'énergie va être transmise vers des pignons qui font que… Et la masse oscillante, donc en fait, c'est comme un disque que tu as coupé à la moitié. Donc en fait, le poids, il est forcément en fonction de la gravité. Et quand tu portes ta montre et que tu fais des mouvements, bah, tout le temps, la masse, elle tourne. Et dans les deux sens. Alors, est-ce que c'est normal que sur certaines Rolex, on l'entende ce mouvement? Alors, techniquement… on est censé l'entendre le moins possible. Mais c'est normal qu'on l'entende. Il est sur des roulements, il est calibré d'une certaine façon. Plus tu l'entends, plus soit le mouvement est ancien, soit la montre n'est pas bonne, soit c'est une fausse. On l'entend très très peu, donc bien sûr. Moi je l'entends dans la mienne, je l'ai déjà entendu dans celle de non, mais si tu la secoues et que tu fais comme ça, oui tu vas entendre un petit peu. Un tout petit bruit. Mais tu en as certaines, des fausses Rolex par exemple, tu fais comme ça, tu le sens même. Toi tu as une machine qui te permet de vérifier les montres. Alors c'est un chronocomparateur, c'est-à-dire que techniquement c'est un micro qui va capter les battements de ta montre, qui va les analyser et qui va me donner si ta montre elle avance, elle recule, il va me donner la fréquence de battement.
Donc si elle est bien réglée, si elle donne vraiment l'heure, Exactement. on va essayer la mienne. Bien sûr. Allez, c'est parti. Alors on va essayer celle-ci. Exactement. On va voir si c'est comme dans le jargon automobile, on va voir si c'est une merguez. On va la remonter un petit peu. Alors, alors attends, tu m'apprends quelque chose là. Tu remontes jamais ta montre? Ben non. Alors, Pour moi, elle est automatique. elle est automatique. Quand elle est posée pendant un certain temps, il faut manuellement. Mais alors attends, parce que là, il y a une fonction que je connaissais pas. Parce que quand tu tires une première fois, tu règles la date, tu tires une seconde fois, tu as l'heure. L'heure, mais quand tu tires rien du tout, juste tu l'ouvres, là tu peux remonter ta montre manuellement. Tu me l'as jamais dit. Lucien, après 2 ans. Non, mais Si, gros, je te l'ai dit, mais t'as dû oublier, c'est pas grave. T'es sérieux? Là, l'idée en fait, c'est si tu la mets tous les jours, techniquement, il n'y a pas besoin. Ta montre, elle a 3 jours de réserve de marche. Donc concrètement, si tu la poses plus de 2-3 jours, quand tu la reprends, c'est bien. J'ai jamais eu de problème quand je l'ai repris. C'est que tu la mets suffisamment régulièrement. Tu la poses pas plus de 3 jours ta montre. Si, je l'avais posée une fois pendant au moins un mois. Bah oui, donc après tu as dû la redémarrer. Je l'ai redémarré et après, j'ai pas arrêté de la porter. Voilà. Et c'est pas bon de jamais la remonter? Non, si tu la mets quasiment tous les jours, il n'y a absolument aucun problème. Il n'y a pas besoin. Mais alors du coup, c'est quoi l'intérêt? Là, c'était pour être sûr qu'elle soit bien remontée. Imaginons, tu es sur ton ordinateur, tu bouges pas beaucoup, tu n'es pas hyper actif, ce qui n'arrive jamais chez toi. Voilà, tu as un métier. D'accord, et puis tu l'enlèves tous les soirs? Tu l'enlèves tous les soirs, donc déjà, elle perd l'équivalent de la nuit, donc je sais pas, 5 heures pour certains, 10 heures pour d'autres. Elle va perdre en réserve de marche. Si derrière, tu bouges pas beaucoup et qu'elle se remonte pas beaucoup, ça vaut le coup de temps en temps, la remonter manuellement. Là, tu m'apprends quelque chose, je suis vert. Voilà. Et là, tu n'oublies surtout pas de pousser et de visser de façon à ce que la montre soit bien étanche. Donc, on va la poser dessus. Donc là, elle est dans un petit support. Ici, il y a un micro qui est relié à ce petit ordinateur. D'accord, excellent. Et là, on va attendre de voir si elle se stabilise. Donc là, elle bat à 254. Donc ça, c'est l'amplitude de ta montre. Et là, par exemple, dans cette position-là, elle perd 1 seconde par jour. C'est-à-dire, c'est rien. C'est bien. C'est extraordinaire. Ah bon? 1 seconde jour. Le COSC chez Rolex, on est à, je ne sais plus combien, moins 4, plus 6. En gros, si elle est dans les moins de 4 secondes, plus 6 secondes, si elle est dans cet intervalle, ça passe le contrôle qualité. Là, ta montre, elle perd 1 seconde par jour dans cette position. C'est-à-dire qu'elle est presque à 0 seconde jour, c'est extraordinaire. Ah, elle est à 0. Voilà, là, tu es à 0 seconde jour. Donc, genre ça arrive rarement? C'est assez rare, ouais. La puissance de Rolex, c'est d'avoir ce type de réglage. Et pourtant, je fais de la moto. Voilà, tu as tout fait avec et la montre, elle va quand même à 260 d'amplitude et elle est à 0 seconde jour, donc c'est extra. On entend les battements. Ouais, tac, 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 tac. Donc tu peux continuer à faire de la moto et à faire n'importe quoi avec ta montre. C'est vrai que c'est un peu comme quand on passe les voitures au banc de puissance. J'aime bien toujours avoir la surprise en même temps que vous qui regardez la vidéo. Ah là, totalement. Et c'est vrai que des fois on est déçu parce que des fois on passe une voiture au banc, elle sort pas du tout la puissance qu'il faut et je me dis putain en fait c'est une vieille merguez. Là c'est pas une merguez du tout. Ta Alors montre, là 0 secondes c'est parfait quoi. 0 secondes jour, 0 moins. En tout cas elle est en bonne santé. Une montre classique ça se révise tous les combien de temps? Rolex préconise une révision aujourd'hui tous les 10 ans. Ah oui, c'est quand même. Et c'est les seuls à faire ça. La plupart, ils préconisent une révision tous les plutôt 5 ans que 10 ans. Et Rolex sont tellement conscients de la qualité de leurs produits que leurs montres sont garanties 5 ans et ils préconisent des révisions tous les 10 ans. D'accord. Merci d'avoir répondu à toutes ces questions. Avec plaisir, Lulu. Les gens qui voudraient s'abonner à son compte Instagram, alors là, c'est pas pub, placement de produit, etc. Mais c'est surtout pour la passion de la montre parce que moi, j'adore regarder ces stories. Il y a des posts sur des nouveautés qui rentrent. Des montres, tu fais aussi des posts sur des montres que tu trouves jolies, que tu trouves sympas. C'est pas un Instagram que business. Non. Même si j'adore regarder ce que tu vends parce qu'il met dans ses stories genre achat du jour ou vente du jour. Les entrées du jour, voilà. les happy customers. Ouais. En gros, c'est simple. Dans mes stories, il y a entrée du jour, entrée du midi, du déj, du soir. C'est les montres que je rentre en boutique. Voilà. Et celles que tu vends. Et celle que je vends, ça va être le happy customer, le happy client. Voilà, c'est ça. Comme j'ai une clientèle internationale, j'écris un petit peu parfois en anglais de façon à ce que tout le monde puisse comprendre. Et puis tu fais aussi des posts sur ton compte Instagram. Exactement, avec les nouveautés, les belles pièces. Si vous avez envie à la fois de soutenir, parce que c'est vrai que vous l'aviez déjà fait, vous aviez déjà soutenu de ouf. Quand on avait fait gagner une Rolex, on en parlait, pourquoi pas refaire un projet comme ça. Avec grand plaisir. Écoute, tu me dis, on le fait. Ça pourrait être très sympa. Dites-nous dans les commentaires si ça vous fait plaisir, les amis. Et puis merci d'avoir regardé ces vidéos. N'oubliez pas de vous abonner, c'est très important si vous voulez qu'on fasse d'autres vidéos comme celle-ci, c'est trop cool. Là, on est peut-être plus passionné que donneur de conseils, oui. Mais j'espère que ça aura au moins éveillé un petit peu les questions que certains pouvaient se poser. On n'est pas rentré dans le technique, c'était vraiment plutôt répondre à la question de base qui était est-ce que c'est un investissement plus qu'une passion et pour le coup, c'est vraiment une passion. Oui, il faut se faire plaisir. On peut se faire plaisir en investissant. Voilà. Exactement. C'est le maître mot, le mot de la fin. Merci beaucoup et puis je vous dis à bientôt les amis. À bientôt.